Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Je vous propose tout de suite de traverser la Méditerranée, d'aller longer les côtes de l'Atlantique pour aller retrouver par téléphone le docteur Khadija Moussaïa. Bonjour docteur, comment allez-vous? Bonjour, merci, ça va très bien, merci. Merci en tout cas de nous avoir interpellés sur une journée pour laquelle vous êtes partie prenante, qui se tiendra donc le 10 mai, jeudi 10 mai. On va rappeler, je veux bien que vous présentiez en quelques mots, parce que on se connaît l'une et l'autre déjà, parce qu'on échange pas mal d'informations par mail, mais je veux bien pour les auditeurs qui auront l'occasion de vous connaître, expliquer un petit peu ce que c'est, qui est le docteur Moussaïa, et puis surtout ce qu'elle fait et pourquoi on est appelé à parler de cette journée du 10 mai. Je suis spécialiste en médecine interne et en gériatrie, et depuis bientôt 9 ans, j'ai fondé une association marocaine des maladies auto-immunes et systémiques, AMAIS. Donc c'est une association mixte avec des professionnels de santé, des patients et des personnalités de la société civile. On fait des actions pour les médecins, notamment une journée de l'auto-immunité où il y a un thème transversal et fondateur de l'auto-immunité. On fait des actions pour les patients grand public. Et la Maïs, elle contribue à créer des associations de malades. On a déjà créé une association de maladies cœliaques, de fièvre méditerranéenne, de Gouges-Rousseau-Graines, d'Angioedème. Et depuis une année, on a créé une alliance de maladies rares avec le regroupement de plusieurs associations de malades. Donc, comme vous avez vu, l'association marocaine des maladies auto-immunes est une fusée, je dirais, à plusieurs étages et elle essaie de contribuer à améliorer la perception des maladies auto-immunes dans le Maroc en particulier. Ouais. Quand on parle de maladies auto-immunes, même ici en France, et encore plus j'imagine en Afrique du Nord de manière générale, on ne sait pas trop ce qui se cache derrière le terme maladie auto-immune. Oui, les maladies auto-immunes sont un ensemble de maladies où le système immunitaire, ce système immunitaire qui doit nous protéger contre les infections et contre les cancers. Le système immunitaire se dérègle et il commence à attaquer les constituants normaux de l'organisme. Donc il y a toutes les composantes du corps peuvent être attaquées par le système immunitaire et induire des maladies auto-immunes. On a l'exemple de la peau, le psoriasis c'est une maladie auto-immune. Le vitiligo, là où il y a un problème de décoloration de la peau, une maladie auto-immune, il peut attaquer le système nerveux, comme la sclérose en plaques, et une maladie auto-immune. La myasthénie, notre maladie auto-immune qui touche le système nerveux, où il y a un problème des anticorps qui détruisent l'acétylcholine, ce médiateur qui véhicule l'information du nerf au muscle au niveau de la plaque motrice. Ça peut toucher le tube digestif, comme les colites inflammatoires, la hexocolite hémorragique et la maladie de Crohn sont des maladies auto-immunes. La maladie cœliaque, cette intolérance au gluten est une maladie auto-immune. Et il y a des maladies thyroïdes peuvent être touchées, le foie, les composants du sang, le globules rouge, les plaquettes. Donc tous les organes peuvent être touchés par être la victime de l'auto-immunité. Et il y a d'autres maladies auto-immunes qu'on appelle systémiques. Une seule maladie peut toucher plusieurs organes. Et l'archétype des maladies auto-immunes qui touchent plusieurs organes est notamment le lupus systémique. Dans la maladie, il y a des anticorps qui attaquent les noyaux des cellules. Et comme les noyaux, c'est partout, donc les symptômes sont très variés. Et parfois, ça conduit à une confusion aux médecins. Ils pensent que c'est plusieurs maladies, alors que c'est une maladie qui donne plusieurs symptômes. Et notre maladie, aussi une maladie qui est assez fréquente, le syndrome de Gouges-Rousseau-Graines, une maladie qui donne une sécheresse des yeux, de la bouche, pratiquement toutes les muqueuses de l'organisme, et en rapport avec les maladies auto-immunes qui attaquent les glandes, qu'on appelle les glandes exocrines, les glandes qui fabriquent un liquide
et qui le déversent à côté de leur lieu de fabrication. Alors, on parle beaucoup de maladies auto-immunes depuis une dizaine, voire une vingtaine d'années. Est-ce à dire que c'est nos conditions de vie qui font qu'on développe des maladies auto-immunes, ou à l'inverse, elles ont toujours existé et simplement aujourd'hui, on n'est plus sujet à les diagnostiquer? Oui, les maladies auto-immunes sont des maladies multifactorielles. Donc, il y a des facteurs, des composantes génétiques, une prédisposition génétique en rapport avec les chromosomes. Donc, elle ne subit pas les règles de Mendel, mais en rapport avec notre identité biologique, le système HLA, humain-leucocyte antigène. C'est comme un code barre qui existe au niveau de toutes les cellules. Et c'est ce code barre qui permet au système immunitaire de reconnaître ce qui appartient au corps par rapport à ce qui est étranger au corps. Et parfois, il y a un dérèglement de ces molécules HLA, de ces molécules humain-leucocyte antigène, et ça déclenche les maladies auto-immunes. Donc, il y a des facteurs environnementaux aussi, par exemple, la tabac, des médicaments, des virus qui peuvent déclencher certaines maladies auto-immunes. Il y a indéniablement une augmentation des maladies auto-immunes. Par exemple, si on prend le cas de la maladie cœliaque, sa prévalence a doublé, voire a triplé depuis une vingtaine d'années. Si on prend aussi le diabète de type 1, c'est une autre maladie auto-immune qui entraîne un problème au niveau des anticorps qui détruisent le pancréas, là où se fabrique l'insuline. Là aussi, il y a une augmentation indéniable des cas de diabète de type 1. Et on le vit, par exemple, parfois à une forme d'accouchement par voie basse, par césarienne, parce que le bébé n'est pas en contact avec les bactéries des organes génitaux de la maman qui sont bénéfiques et qui protègent contre les maladies auto-immunes. Ah non, c'est vrai que c'est un dossier conséquent et malheureusement, c'est pas en quelques minutes qu'on pourra faire le tour des maladies du système immunitaire, mais je veux bien que vous nous parliez en quelques mots de cette journée internationale, effectivement, du lupus. C'est ça qui se tiendra le 10 mai. Oui. Depuis 2015, il y a une journée internationale du lupus. Le lupus, érythémateux disséminé, qu'on appelait disséminé, maintenant qu'on appelle systémique, parce qu'il y a une autre forme de lupus cutané qui ne touche que la peau et qui n'affecte pas les organes vitaux de l'organisme, contrairement au lupus érythémateux systémique. Donc, c'est une maladie auto-immune, il y a des anticorps contre les noyaux cellulaires. Et la principale manifestation de cette maladie de lupus, c'est une sensibilité au soleil. Donc, chez les femmes, parce que c'est une maladie que touche surtout la femme, 9 cas sur 10, c'est une femme, comme la majorité des maladies auto-immunes qui touchent les femmes. Donc, c'est en général une femme jeune qui a une rougeur au niveau du visage qui persiste, qui s'aggrave, va donner comme des boutons qui vont après creuser la peau et se manifester aussi par des douleurs articulaires, une fatigue, parfois une fièvre. Il peut y avoir une inflammation au niveau de la bouche. Donc ça, dans les cas classiques. Et si le diagnostic n'est pas fait, parce que beaucoup de cas ils sont soit confondus avec la polarité rhumatoïde, quand ça affecte l'articulation de la main, ou avec un goudron chaud-graine, la maladie qui assèche les larmes et les salives, qui peut ressembler à un goudron chaud-graine. Donc, si le diagnostic n'est pas fait, si les traitements adéquats ne sont pas faits, si des dispositions ne sont pas prises, ça peut donner une atteinte rénale, comme ça peut donner une atteinte neurologique, une atteinte cardiaque. Et c'est ça la gravité de la maladie, l'inflammation virale qui peut conduire à une insuffisance rénale chronique s'il n'arrive pas à maîtriser l'inflammation. On connaît la prévalence. Oui. Pardon, j'allais dire, on connaît la prévalence de. La prévalence, ça dépend des pays. C'est une maladie qui touche surtout les Asiatiques et
les Africains, ils sont plus, la maladie est plus sévère. C'est une maladie, ça peut aller jusqu'à 1 demi, 1 sur 3. Elle est entre frontière entre maladies plus pratiques et maladies rares. Et c'est une maladie qui touche, comme j'ai dit, surtout la femme. Oui. Dans 9 cas sur 10, c'est la femme. Et parfois, elle peut déclencher, ça c'est ce qu'on appelle un lupus induit. C'est un lupus qui peut être induit par certains médicaments, mais qui est réversible à l'arrêt du traitement et qui est tout rentre dans l'ordre. Oui. Pour la maladie, le traitement, il repose sur le plaquenil. C'est ce qu'on appelle un antipaludien de synthèse. Donc, c'est le traitement qu'on utilise contre le paludisme. Et, il est disponible facilement, docteur Moussaïa? Oui, il est disponible, mais pas cher. Oui. Au Maroc, on avait un problème, on avait la Nivaquine, on n'avait pas le plaquenil. La Nivaquine est le plus toxique, c'est le problème de ce médicament qui est toxique pour les yeux. Donc, les patients le faisaient ramener, mais là, depuis 2 ans, elle est disponible au Maroc. Elle est disponible, donc là, il n'y a pas de souci, il faut coûter là. Oui. S'il y avait un message qu'il faudrait passer ou retenir de cette journée, donc du 10 mai, quel message voudriez-vous passer? On en est encore à une maladie, ça vous semble être encore une maladie auto-immune qui n'est pas très connue? On doit être Oui, on doit faire des efforts pour sensibiliser les médecins sur cette maladie qui risque d'être mortelle et gravement sérieuse parce que ça peut donner une insuffisance rénale au cours de la femme s'il tombe enceinte alors que sa maladie n'est pas maîtrisée. Elle peut donner des conséquences assez dramatiques au niveau pour la maman et pour le fœtus. Et au niveau de la contraception aussi, il faut faire attention parce que c'est une maladie où on ne doit pas donner des estrogènes. Donc, il faut avoir une contraception adaptée à la maladie. Donc, c'est une maladie on doit faire des efforts de sensibilisation au niveau de nos pays de l'Afrique du Nord. Et là, le chemin, il est aussi à faire dans le monde entier parce qu'il y a une étude qui a été, elle est plus intéressante, qui est tombée l'année passée. Et c'est une étude qui a été faite par l'Organisation internationale de lupus. Elle a été faite sur des milliers de personnes pour voir la perception du lupus. Et la maladie n'est pas connue par la moitié des gens. Et même si les gens la connaissent, ils pensent que c'est une maladie contagieuse. Donc, s'ils savent que c'est une personne qui est atteinte de lupus, ils vont se méfier de l'approcher. Donc, c'est une maladie qui est victime encore de beaucoup de préjugés. La journée, elle a été l'occasion de sensibiliser les médias. Donc, il y a eu une action médiatique assez importante. Donc, ça a été relayé par tous les journaux marocains, par toutes les revues féminines, par les radios, et en particulier par les arabophones, parce que on a fait un effort de communication en langue arabe et ça a été repris par beaucoup de supports arabophones au Maroc. L'idée étant qu'on va rappeler en quelques mots les principaux symptômes en cas de symptômes et les auditeurs qui entendront notre échange aujourd'hui. Voilà, quels symptômes doivent inquiéter et qui consulter? La sensibilité au soleil, il faut chercher le lupus. Une sensibilité au soleil, donc une rougeur qui ne part pas parce qu'on a tous plus ou moins une rougeur quand on s'expose au soleil, mais la particularité de cette rougeur du lupus, c'est que elle ne part pas quand on se met à l'abri. Être une femme jeune aussi, c'est un facteur de risque. Si on a ce qu'on appelle un syndrome de Raynaud, un problème de coloration des extrémités, donc à l'exposition au froid, les mains ou les pieds changent de coloration au lieu d'avoir cette coloration rose qu'on a tous, elle devient blanc comme exsangue. Et après cette phase de coloration de couleur blanc,
ils deviennent bleus parce que l'oxygène n'arrive plus aux extrémités. Et après le bleu, il y a une vasodilatation, ils deviennent rouges, ce qu'on appelle le syndrome de Raynaud. C'est un syndrome qui est assez partagé par plusieurs maladies auto-immunes. Donc, déjà, si on a ça, il faut chercher un lupus en priorité. Il faut chercher un lupus en cas de problème rénal, des protéines au niveau des urines qu'on découvre lors d'un examen d'embauche ou dans la médecine de travail. S'il y a des protéines, il faut, en particulier c'est une femme jeune, il faut chercher un lupus. En cas de problème de fertilité, s'il y a des avortements à répétition aussi, il faut voir s'il n'y a pas un syndrome qui peut être associé au lupus qu'on appelle le syndrome des antiphospholipides, des anticorps qui attaquent les composants lipides des parois vasculaires. Donc, d'accord. Et voilà, donc en cas de fatigue, de fièvre inexpliquée, il faut chercher un lupus. En cas de fièvre comme ça, altération de l'état général, une fièvre, des douleurs articulaires, parce que ça peut commencer de façon assez brillante, le lupus, ce qu'on appelle une forme suraiguë. Donc, bruyamment, une fièvre, une fatigue, douleur articulaire. Il faut chercher un lupus. Alors, une ou deux dernières petites questions, si vous m'autorisez, Dr Moussaïa. On présente quelques-uns de ces symptômes. On va consulter en priorité. Le médecin généraliste, il faut qu'il soit la première étape, mais il faut qu'il connaisse, il faut sensibiliser à la maladie. Et pour la prise en charge, il vaut mieux qu'il y ait un interniste pour la prise en charge, parce que il y a beaucoup de paramètres qu'il faut surveiller. Et la vision holistique de l'interniste, elle est indispensable pour une très bonne prise en charge du lupus. Donc, pour un lupus, il faut un médecin interniste. Là, c'est indéniable. Le problème, c'est que les internistes ne sont pas très nombreux. On est plus de 150 au Maroc, sur l'ensemble du territoire, et on ne constitue que 2% des médecins spécialistes, alors que quand on va des pays développés, comme l'Allemagne, comme la Suisse, les internistes, ils constituent pratiquement le quart des médecins spécialistes, et ils sont très nombreux et ils sont installés en ville. Donc là, il y a notre appel à faire, à lancer, c'est augmenter le nombre des internistes pour mieux prendre en charge la maladie auto-immune systémique. Bon, j'espère que le message fortement intéressant que vous aurez porté aujourd'hui sera entendu. Vraiment, je vais vous remercier. Vous saluez du côté de Casablanca, en espérant qu'on aura l'occasion un jour de se rencontrer. Vraiment, merci infiniment. Avec grand plaisir, très bien.